Résistance. Action de résister physiquement à quelqu'un, à un groupe, de s'opposer à leur attaque par la force ou par les armes. Capacité de quelqu'un à résister aux épreuves physiques ou morales, d'un être vivant à résister à des conditions de vie extrêmes. Dans les camps, les prisonniers pouvaient se procurer des instruments de deux façons différentes. Premièrement, ils pouvaient fabriquer eux-mêmes leurs instruments avec du matériel qu'ils trouvaient dans le camp, comme de la ferraille ou du bois. Ou encore, beaucoup utilisaient leur voix et montaient des chorales, car cette forme de musique ne nécessite aucun instrument matériel. Les prisonniers pouvaient aussi avoir des instruments par les dirigeants du camp eux-mêmes. Par exemple, un orchestre de prisonniers fut créé sur l'ordre des SS en décembre 1940 à Auschwitz. 7 musiciens ont alors fait envoyer leurs propres instruments dans le camp. Les premières répétitions commencèrent en janvier 1941. Peu à peu, cet ensemble s'agrandit et fut divisé en deux. Un orchestre symphonique de 80 musiciens et une fanfare d'environ 120 membres. Ce phénomène, par la suite, s'étendit à de nombreux autres camps et beaucoup d'orchestres concentrationnaires furent créés. Voici le témoignage de Simon Lax, violoniste et compositeur dans l'orchestre d'Auschwitz, qui nous montre la diversité d'instruments qui pouvaient être présents dans les camps. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'arrive décidément pas à m'y habituer et je ne pense pas que je veux m'y habiter de sitôt. Le spectacle éblouissant qui s'étend sous mes yeux, après que j'ai franchi le seuil du bloc 15, me bouleverse profondément. Mon attention est d'abord attirée, professionnellement, pourrais-je dire, par une cloison de bois, à quelques mètres de moi, sur laquelle sont accrochés toutes sortes d'instruments à vent, en cuivre et en bois, tout rutilant. Je distingue successivement un énorme tuba à hélicon, un trombone, quelques trompettes, des corps à piston, des hautbois alto, des saxophones, des clarinettes et de flûtes, ou un piccolo. Dans un coin, appuyé contre le mur, une contrebasse impressionnante avec un archet glissé sous les cordes. Dans un autre, une grosse caisse avec des cymbales et une percussion, avec tous les accessoires. Sur une étagère, large, solide, prévue à cet effet, se trouvent quelques accordéons et quelques violons dans des étuis. L'un d'eux, un peu plus grand que les autres, contient sans doute un alto. Je constate l'absence de violoncelle. Une seconde étagère, de moindre dimension, est couverte de partitions et d'un tas de papiers à musique vierge. Dans d'autres camps ou prisons beaucoup moins tolérants envers la musique ou moins bien équipés, les prisonniers musiciens étaient contraints d'utiliser des moyens plus rudimentaires. C'est le cas par exemple du musicien Rudolf Karel, qui dans sa prison à Prague écrivit un opéra en 5 actes sur du papier hygiénique. Il réussit à s'en procurer d'importantes quantités car il souffrait de dysenterie. D'autres encore écrivaient également sur du papier à cigarette. Germaine Trion, elle, put composer une opérette grâce à une mine de crayon cachée dans l'ourlet de sa robe. La musique avant tout fut un instrument de torture dans les camps, puisqu'omniprésente dans des moments difficiles tels que les exécutions ou le travail. Voire, présente la nuit dans certains camps, empêchant ainsi les prisonniers de dormir. Mais elle fut aussi un symbole de résistance psychologique. En effet, Bernard Gouet, fils du musicien Émile Gouet, déclara « Après la guerre, des anciens compagnons du camp ont exprimé leur éternelle reconnaissance envers mon père. Il les avait aidés à supporter la captivité, à les sortir d'un marasme moral et intellectuel. On peut également citer l'opérette de Germaine Trion, créée pour et avec ses camarades au camp de Ravensbrück. Cette petite pièce mêlant théâtre et musique rassemblait les femmes de son bloc chaque soir afin de jouer ce qui venait d'être écrit. Elle permettait à ces femmes de rire et d'oublier quelques instants leurs conditions de vie difficiles et la déshumanisation voulue par les nazis. De plus, pour répondre à cette déshumanisation,
Beaucoup d'éléments culturels sont présents dans cette œuvre. Le titre est inspiré d'Orphée aux Enfers, l'opéra bouffe de Jacques Offenbach. Et de plus, Germaine Trion n'a pas composé la musique, mais a détourné des airs populaires tels que des chansons scouts ou grivoises, des chansons de variété, des airs de publicité ou encore des passages de l'opéra Carmen pour son opérette Le Ver Furchtbar aux Enfers. La musique fut d'ailleurs aussi influencée par ces conditions extrêmes. Par exemple, Olivier Messiaen, pendant sa captivité, composa son quatuor pour la fin des temps, inspiré de ses hallucinations. Il rapporta plus tard que, lorsqu'il était prisonnier, l'absence de nourriture lui donnait des rêves colorés. Il voyait l'arc-en-ciel de l'ange et l'étrange tournoiement de couleurs. Au commando de Nuxay, le 14 juillet 1944, 300 détenus ont chanté la Marseillaise pour montrer l'attachement à la patrie. Marcel Arbez, présent lors de cet événement, raconte : La Marseillaise commence timide. Elle éclate bientôt dans toute sa puissance. Les sentinelles, dans leur mirador, ahuris de tant d'audace, ne réagissent pas. Nos amis belges, les larmes aux yeux, ont chanté avec nous et nous félicitent. Afin de conclure cette partie sur les camps, nous pouvons donc dire que la musique a permis aux prisonniers de résister psychologiquement, car elle pouvait leur donner un but. Comme par exemple trouver de quoi faire un instrument ou de quoi composer, ou encore réconforter leurs camarades. Mais celle-ci leur a aussi permis de résister à la volonté nazie de déshumanisation, en exprimant par exemple leur idée ou leur culture dans leur musique, mais aussi en permettant des révoltes. Combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. La Seconde Guerre mondiale a été connue sous le nom de guerre des ondes. Presque tous les foyers français avaient une radio. Le régime de Vichy, comme la Résistance, ont utilisé cette dernière pour transmettre des informations et surtout pour transmettre leurs chansons à la population. Facile à retenir, divertissante, elle représentait pour chacun des camps une véritable arme permettant de faire passer ses idées. Outre par la radio, elles étaient ensuite transmises par voie orale ou parachutées au-dessus des villes. Contre les chants honorant le maréchal Pétain et loin les principes de la Révolution nationale, la Résistance organise une véritable riposte musicale. Des sortes de contre-hymnes sont créés afin de discréditer l'adversaire. Les chants utilisés sont soit d'anciens chants militaires, soit des morceaux créés spécialement pour la Résistance. On peut évidemment citer pour exemple la Marseillaise. Les gars, venez voir. D'où vous venez? De Brest. Et vous? Le Conquet. Concarneau. Saint-Malo. Carnac. T'es qui? Kervéan. Est-ce qu'on est un Kervéan? Pierre Kervéan, ça te dit quelque chose? C'est mon cousin. Et toi, tu viens d'où? Saint, on est tous là.
Pour les résistants, la Marseillaise n'est pas seulement un symbole, un hymne à la gloire de la liberté, c'est un mot d'ordre, un appel à la lutte contre l'oppression. Bien qu'ambivalente car également utilisée par Vichy, le chant de Rouget de Lille est revendiqué et abondamment utilisé par la résistance. Les opposants au régime de Vichy appellent ainsi à la chanter à l'occasion des 14 juillet 1942 et 1943, alors que Pétain a fait de cette date un jour de recueillement interdisant toute manifestation, tout défilé. Cette pratique se répète lors des 1er mai. Sur les lèvres des résistants, l'hymne national devient donc une arme, une provocation puisqu'interprétée sans autorisation. C'est également en chantant la Marseillaise que tombent les fusillés, notamment ceux de Chateaubriand en 1941. Le seul fait d'entonner la Marseillaise est alors un acte militant. De plus, ces chansons contribuent à faire renaître l'espoir dans l'opinion publique française et permettent d'échapper un peu à la pesanteur du discours officiel. Dès lors, chanter devient une forme de résistance, passive certes, mais chargée de sens. Dans la clandestinité, chaque maquis développe ses propres chants, inspirés de marches militaires, mais aussi d'anciennes chansons révolutionnaires. Ces chansons ont la même fonction que leurs homologues officiels des armées régulières. Souder les hommes, leur donner du courage, voire les aider à marcher en rythme. On peut par exemple citer la chanson « Ce sont ceux du maquis ». Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé. Au-delà des chants propres à chaque groupe, la résistance s'unit autour du chant des partisans. Véritable hymne des combattants de la liberté, ce chant est composé en 1942 par Anna Marly et Joseph Kessel et Maurice Druon en adaptent les paroles en français. La chanson est reprise par la chanteuse Germaine Sablon, dont l'enregistrement est parachuté sur la France occupée. Très vite véhiculé par la BBC et de bouche à oreille, le titre devient le véritable hymne de la résistance. Maurice Druon dira « Il a été chanté dans les prisons. Les passeurs le sifflaient pour signaler aux clandestins que la voie était libre. Et j'ai su que des condamnés à mort l'avaient chanté face au peloton d'exécution et qu'il leur avait été tranché dans la gorge. J'ai toujours pensé que le chant appartenait à ceux qui l'avaient chanté sous l'occupation et plus à ses auteurs. » Ce qui nous montre donc que la musique a aussi permis de résister psychologiquement à l'occupation, de montrer une France unie et de motiver la population. Entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, les vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau.
Les musiciens sont eux aussi impliqués directement dans la résistance, avec le Front national des musiciens, qui déclare que « l'art n'a pas de patrie, mais les artistes en ont une », en réponse à une déclaration du général Pétain. De plus, il crée un journal clandestin, Musiciens d'aujourd'hui, dont le titre est dessiné par le plasticien André Fougeron. Le groupe développe une résistance originale, spécifique sur plusieurs fronts. Musiciens d'aujourd'hui est tiré à 1600 exemplaires et dénonce l'arianisation et la vassalisation de la musique réalisée par l'occupant et l'État français. Dans le même mouvement sont affirmées les positions éthiques à prendre par la profession et la défense du patrimoine musical français et celle des œuvres des compositeurs étrangers, notamment allemands, mis à l'index. Outre des actions directement en lien avec la musique ou la culture, Musiciens d'aujourd'hui invite également ses lecteurs à ne pas se soumettre à l'occupation allemande. On peut aussi citer, en exemple de résistance directe grâce à la musique, le cas de la chanteuse et résistante Joséphine Baker. Elle a fait parvenir au général de Gaulle des informations et des plans allemands grâce à ses partitions. Plus précisément, tous les renseignements étaient écrits à l'encre invisible sur ses chansons. Elle a donc, grâce à ce stratagème, passé facilement les différents contrôles et pu transmettre les informations sans difficulté. Pour conclure sur l'utilité de la musique dans la résistance contre l'occupant, on peut donc dire que celle-ci a servi à 3 principales causes. La première étant de faire passer ses idées à la population en utilisant cette forme divertissante afin de toucher un maximum de personnes. La deuxième est d'unir les résistants pour les encourager à poursuivre la lutte. Et la troisième est de maintenir la culture française malgré les représailles de l'occupant. Pour terminer cette présentation sur la musique pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut donc affirmer que la musique, tout autant que d'autres formes d'art ou de littérature, a permis différentes formes de résistance comme celle psychologique ou physique. On peut d'ailleurs même suggérer que celle-ci a eu un rôle fondamental pendant cette guerre. Pendant 4 longues années, Gibier traqué, mais devant roule, dans une lutte acharnée, nous résistions pour changer notre affront, nous préclores, fricanait les odieux frisous. Oui, mais l'heure vient enfin de sonner pour nous. La résistance, fils de la France, glorieux Pitti, nous avons libéré le pays. La 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 on est fait souvenir qui nous enfièrent, les noms fameux de nos héros d'hier sont chez nous sur toutes les lèvres. Paul et Biot, point Bisquet ni Leclerc, oui, le rôle de chacun demeure éclatant. Et de Gaulle n'est-il pas le premier résistant? La résistance.